Bonjour tout le monde, Mbolani, Menedo Windra, Ye 9 Bantu Innovation Médecine. Je suis Dr Windra de 9 Bantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la langue et tout ce qu'il faut savoir sur cet organe de la bouche. Comme j'ai dit plus tôt, on a un thème aujourd'hui, la langue, et il faut simplement de regarder et consulter votre langue pour savoir si votre langue est en bonne santé ou pas. Ici, j'ai divisé en deux parties les explications de notre leçon d'aujourd'hui. Premièrement, je vais faire un petit rappel comment fonctionne la langue, où se trouve la langue. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer les pathologies de la langue. Donc, maintenant, on va voir dans la première partie les rappels anatomiques de la langue. La langue, elle est un organe situé dans la cavité buccale qui sert à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût. C'est un organe très vascularisé. Les pressions développées par la langue sur les dents sont capables de les déplacer. La langue est le principal facteur de récidive en orthodontie. Pour cette raison, l'orthodontie fonctionnelle lui accorde une place centrale. Contrairement à ce que certains schémas explicatifs montrent, elle n'a pas de zone spécifique spécialisée pour détecter les différents goûts. Tout d'abord, dans cette première partie, on va voir quels sont les muscles de la langue. La langue possède deux types de muscles, muscles extrinsèques et muscles intrinsèques. Je vais citer quels sont ces muscles. Génioglosse, ioglosse, chondroglosse, styloglosse, palatoglosse. Et il y a aussi d'autres muscles. Muscles longitudinaux supérieurs, muscles longitudinaux inférieurs, muscles transverses, muscles amygdaloglosse, muscles pharyngoglosse. Ensuite, l'innervation de la langue. La langue possède une double innervation, c'est-à-dire innervation motrice et innervation sensorielle. Les nerfs moteurs, tous les muscles de la langue sont innervés par le nerf hypoglosse, 12e nerf, sauf le palatoglosse et le styloglosse, innervés par la partie vagale du plexus pharyngé, le 10e nerf, ou par le nerf lingual du 7e nerf, ou par le 9e nerf si l'anse de Haller est présente. Les nerfs sensitifs. Le nerf laryngé supérieur provient du nerf vague, le 10e nerf, innerve l'extrémité postérieure de la langue et l'épiglotte. La base de la langue est innervée par le nerf glossopharyngé, nerf 9e, via le noyau solitaire du noyau de la sensitive brachiale de la langue alaire pour ce qui est de l'origine réelle de nerf crânien. Le nerf lingual innerve les deux tiers antérieurs de la langue. Les nerfs sensoriels ou les nerfs du goût. Les nerfs glossopharyngiens innervent le tiers postérieur de la langue. La corde du tympan provient du nerf facial, le 7e nerf, innerve le deux tiers antérieur de la langue et ses fibres sont véhiculées par le nerf lingual. Puis la vascularisation et les faces de la langue. La langue est vascularisée par l'artère linguale, une branche de l'artère carotide externe. L'artère linguale se divise en trois branches majeures, l'artère dorsale de la langue, l'artère sublinguale et l'artère linguale profonde. La veine linguale ou la veine ranine assure le drainage du territoire de la langue. Donc, le tronc veineux thyrolingo-facial qui se jette ensuite dans la veine jugulaire interne. Les faces de la langue. Face antérieure,
Face inférieure. La face antérieure, la partie postérieure de la face antérieure de la langue comprend l'épiglotte, les amygdales linguales, les piliers antérieurs et postérieurs entre lesquels loge l'amygdale palatine et le foramen cecum. La portion pharyngienne de la langue est peu visible normalement lorsque la bouche est ouverte. Cette partie va jusqu'au sillon terminal de la langue, là où commence la langue comme elle est définie par la majorité des gens, soit la section buccale de la langue. La section buccale part de l'apex de la langue jusqu'au sillon terminal et est parcourue par un sillon médian. C'est sur cette partie que se trouvent les papilles. La face inférieure. Sur la face inférieure de la langue, on peut apercevoir le frein lingual qui est une mince membrane qui relie la face inférieure de la langue au plancher de la bouche. Les veines ranines sont également bien visibles dû au fait que la peau est mince et transparente dans cette région. Une autre structure visible est la caroncule linguale, située dans le plancher de la bouche, au pied du frein lingual. La caroncule sublinguale est percée de l'osseum ombilical, qui est en fait l'orifice du canal de Wharton. Ce dernier est le canal excréteur de la glande salivaire submandibulaire. De chaque côté de la caroncule, on peut aussi voir les orifices des canaux salivaires des glandes sublinguales. Et maintenant, les papilles de la langue. Chez l'humain, les papilles gustatives permettent de reconnaître les différentes saveurs, salées, sucrées, amères, l'umami et l'acide. Des papilles gustatives recouvrent la langue et sont responsables de la perception des goûts. Les papilles se classent en 4 sortes. Les papilles caliciformes, au nombre de 12, formant le V lingual qui délimite les 2 tiers antérieurs du 1 tiers postérieur de la langue. Les papilles fongiformes, disséminées sur la pointe et les 2 tiers antérieurs de la langue. Les papilles filiformes, celles qui sont présentes en plus grand nombre et donnent à la langue sa texture particulière, est située de la part et d'autre du sillon médian. Les papilles foliées ou coralliformes, situées sur les bords latéraux et postérieurs de la langue. Enfin, je vais rappeler quels sont les rôles de la langue. Premier rôle, la mastication, c'est-à-dire rassemblement du bol alimentaire pour le soumettre aux faces triturantes des dents. Deuxième rôle, déglutition salivaire, déglutition des aliments. Troisième rôle, papilles gustatives. Et quatrième rôle, phonation et expression. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie de l'explication. Ici, je vais vous expliquer la pathologie de la langue. La langue est l'un des organes les plus puissants et les plus importants du corps humain, mais elle peut être le siège de nombreuses pathologies, infections, déformations ou malformations. La couleur de votre langue peut en dire beaucoup sur votre état de santé. Un simple coup d'œil et vous saurez si vous avez un problème. Diverses maladies peuvent affecter la langue, dont les symptômes sont des ulcérations, coloration ou décoloration, pustules, excroissance, plaques blanchâtres, langue sèche ou enflammée. Voici les 10 variations les plus communes de la langue qu'on peut observer. Première variation, langue normale. La langue normale est de couleur rose, sans trace, avec des couches plus claires. Cette couleur démontre le bon fonctionnement de votre corps. Deuxième variation, couche blanche.
S'il y a une fine couche blanche avec des traces visibles des dents et aussi quelques taches rouges, vous manquez d'énergie et votre fatigue est grande. Vous manquez probablement d'appétit. C'est une couleur de langue commune chez les gens anxieux et inquiets. Troisième variation, couche jaune. S'il y a une fine couche jaune au milieu de votre langue et qu'autour c'est rouge sombre, vous avez probablement un problème de digestion, de déshydratation ou une maladie de peau. Les sautes d'humeur sont un autre symptôme remarqué chez les personnes ayant cette couleur de langue. Quatrième variation, couche blanche épaisse. Cette fois-ci, la couche qui recouvre votre langue est d'un blanc épais. Cela indique encore un grave problème de fatigue. C'est presque de la léthargie. Les troubles de la digestion et la rétention d'eau sont associés à ce type de langue. Cinquième variation, taches foncées. Si votre langue est violette avec des taches sombres, il y a un lien à faire avec votre circulation sanguine. Il vaudrait mieux consulter un médecin pour faire un bilan de santé, d'autant plus si vous avez des maux de tête et les pieds enflés. Sixième variation, pointe rouge. Le bout de votre langue est rouge foncé, alors que le reste de votre langue est recouvert d'une fine couche blanche. Les émotions et l'énergie accumulée dans votre corps provoquent cette inflammation de la langue. Avec du calme et du repos, cette situation devrait se rétablir d'elle-même. Septième variation, rouge et blanche. Quand la langue est rouge avec une petite couche blanche, c'est souvent le signe d'une infection et de température corporelle plus élevée. Huitième variation, pâle et enflé. Quand la couche blanche est épaisse et que le reste de la langue est pâle et enflé, il y a sans doute présence d'une infection ou d'une carence en vitamines et minéraux. Il vaudrait mieux consulter un médecin. Neuvième variation, quand la surface de la langue est remplie de petites coupures ou de petites fissures, nous sommes en présence d'une infection fongique causée par la transpiration, l'insomnie et l'irritation. Dixième variation, pâle. Une langue pâle sans couche apparente est provoquée par le sang. Anémie, faible débit sanguin, déséquilibre hormonal. Il vaudrait mieux consulter pour faire le point sur votre état de santé. Ensuite, il y a des symptômes à ne pas négliger. La langue peut être le siège de pathologies dermatologiques, mais ce n'est pas tout. Elle peut aussi présenter des déformations ou malformations, généralement de la naissance. La macroglossie est un exemple. La langue est hypertrophiée anormalement grosse. Elle est protubérante et trop grande pour la bouche. Après, les anomalies de surface de la langue les plus fréquentes, toutes trois bénignes sont la langue géographique, la langue fissurée, la langue vileuse. Dans la langue géographique, certaines régions de la langue sont rouges et lisses et sont souvent entourées d'une bordure jaune-blanc légèrement surélevée. Parlons de la langue fissurée. C'est une maladie idiopathique observée généralement chez environ 5% des adultes. Des rainures profondes sont situées le long de la ligne médiane ou sont réparties sur le dos de la langue. La langue fissurée peut apparaître en cas de langue géographique ou du syndrome de Down ou d'un syndrome rare qui comprend également une paralysie faciale. La langue vileuse est due à une accumulation de kératine sur des papilles filiformes anormales qui donnent à la langue un aspect velleux. La langue vileuse est causée par une non-stimulation mécanique de la langue, par exemple due à une mauvaise hygiène buccale. Les taches blanchâtres sur la langue. Elles sont similaires à celles parfois trouvées à l'intérieur des joues, peuvent être dues à ce qui suit.
fièvre, déshydratation, respiration buccale, syphilis secondaire, candidose buccale, lichen-plant et leucoplasie. Ici, les taches rouges sur la langue peuvent être le signe de érythroplasie, glossite atrophie liée à une anémie pernicieuse, glossite logangique médiane, ulcère traumatique dû à une morsure ou à un frottement accidentel contre une dent tranchante ou une restauration. Ici, la leucoplasie et l'érythroplasie peuvent être des manifestations d'un carcinome épidermoïde oral et la biopsie est indiquée dans les deux cas. Puis, autres pathologies sans danger mais très impressionnantes comme la langue noire. On retrouve cette pathologie chez les fumeurs, chez les gens stressés ou chez les gens qui ont une mauvaise hygiène buccale. Le traitement repose sur le décapage et le brossage de la langue. Il y a aussi les lésions papillomateuses. Elles sont des lésions virales tout à fait bénignes comme les verrues que l'on peut avoir sur les mains ou les pieds. Le traitement consiste à enlever cette verrue parce que le froid n'est pas efficace sur la muqueuse buccale. Ce que l'on peut brûler sur la peau ne peut pas être brûlé dans la bouche. Les lésions buccales ne doivent pas être prises à la légère. Ni l'aspect ni la douleur ne sont des signes de gravité. Au contraire, les plus indolores sont souvent les plus graves. Il y a aussi le frein de la langue. À la naissance, il peut être trop court, fibreux et constituer une bride qui gêne l'enfant pour parler, mastiquer et déglutir car la langue ne monte pas au palais. Elle reste en bas et souvent pousse les dents vers l'avant. Il s'agit d'une anomalie souvent héréditaire qui concerne près d'une naissance sur 30. Et on peut y remédier à cette frein de la langue. On fait une opération du frein de la langue. C'est ça le traitement pour ce frein de la langue. Il y a aussi le cancer de la langue. Il peut se développer dans la partie inférieure de la bouche au niveau du pharynx ou dans la partie mobile qui sert à parler et à manger. Dans 95% des cas, le cancer de la langue est traité par chirurgie en retirant la tumeur et une partie ou la totalité de la langue. Il faut alors ensuite reconstruire une nouvelle langue. Il existe des prothèses pour compenser les troubles provoqués par l'absence de la langue, mais elles sont relativement compliquées à réaliser. En fonction de la motivation du patient, de la capacité à avaler, mais aussi de la présence de dents, une prothèse en résine ou en silicone est posée pour améliorer son confort. Il y a aussi le syndrome de la langue de feu ou la glossodynie. Les liches sont des pathologies très courantes de la langue. Il s'agit d'une maladie inflammatoire favorisée par le stress ou le tabac. La glossodynie, elle est une pathologie totalement invisible et très peu connue. Aussi appelée syndrome de la langue de feu, il s'agit de douleurs à la langue qui peut devenir insupportable pour ceux qui en souffrent. Elles surviennent généralement après un traumatisme physique, une opération qui s'est mal passée chez le dentiste par exemple, ou un choc psychologique. Mais la cause n'est jamais clairement déterminée. Les glossodynies sont aussi parfois liées à d'autres maladies. Les personnes atteintes de glossodynie savent qu'elles ne guériront pas, mais pour les soulager, des solutions existent. On utilise beaucoup les traitements de douleurs neuropathiques. Ce sont des molécules qui ne sont pas des antalgiques classiques, conventionnels, par exemple certains antidépresseurs, certains antiépileptiques.
On utilise aussi des traitements topiques, des traitements locaux. Et il y a aussi, on dispose également d'autres prises en charge psycho-comportementales, comme relaxation, la méditation. Bref, ici, à la fin, je vais vous dire un peu quelque chose. Parce que si vous trouvez un de ces signes ou un de ces symptômes, il faut directement aller chez son médecin pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pour que le médecin ou votre médecin puisse vous aider. Parce que ces pathologies, on prend des fois ça au quotidien pour la légère, mais ce sont des signes graves et peuvent nuire à la santé. C'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que tout a été clair et je vous invite à s'abonner à la page si vous êtes nouveau pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné sur la page, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine fois.